Mesdames et messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Voici les titres. La commission de la lutte contre la corruption poursuit bien sûr sa tournée. Les hauts cadres du ministère de l'énergie déclarent leur patrimoine. Et au Japon, commémoration du 72e anniversaire du bombardement atomique d'Hiroshima. Voilà donc, c'était les titres qui vous seront développés dans cette édition. Merci à vous de nous rejoindre. Les hauts cadres du ministère de l'énergie et des ressources naturelles ont reçu dans leur local une délégation de la Commission nationale de lutte contre la corruption conduite par son directeur des investigations et déclaration du patrimoine, Hamza Abdi Aden, accompagné du directeur de la coopération internationale, Jama' Suleiman. Celui-ci a remis au nom du président de la commission, Ousmane Idriss Jama', les formulaires de la déclaration de patrimoine des hauts cadres du ministère, conseillers, directeurs et chefs de service, au secrétaire général du ministère de l'énergie, Hamad Gaba Omar Abdul Qadir. Le directeur de la déclaration du patrimoine, Hamza Abdi, a précisé que cet acte vise à recueillir la déclaration des biens mobiliers et immobiliers des hauts cadres ainsi que les biens appartenant à leurs conjointes et leurs enfants mineurs. Poursuivant, il a ajouté qu'il est un moyen de prévention et de lutte contre la corruption et de renforcer la transparence et la traçabilité des deniers publics. Territoire comme à l'étranger. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la promotion de la Commission nationale de lutte contre la corruption, qui est une mission exclusive à la Commission, celle de la déclaration de patrimoine. Tout le déroulement s'est bien passé. Nous avons fait de la communication, l'équipement et de transport. Aujourd'hui, nous procédons avec le ministère de l'énergie et des ressources naturelles. Nous procéderons plus tard aux autres ministères. Tournée dont nous avons, qui ne fait que commencer et va couvrir tous les autres ministères et établissements. Et en sport, à présent, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la préfecture de la région d'Arta a lancé hier samedi l'éternel tournoi de football d'amitié d'été d'Arta qui est à sa 24e édition. Le ministre de l'énergie, également ministre de la région, Younis Ali Gueddi, le préfet de la région d'Arta, Abdullah Hilal Oukié, le président du conseil régional El Bibou Goudaadé, l'honorable député Omar Waberi, ainsi que les hauts responsables du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, tels que le directeur du sport, Chefdon Khairé, le directeur des services régionaux, ont donné donc le coup d'envoi de cette 24e édition du tournoi de football d'amitié d'été d'Arta 2017. Un match de vétérans a ouvert le bal de cette légendaire compétition de football. Cette rencontre opposait l'équipe des autorités de la région d'Arta, conduite par le ministre de l'énergie, à celle des anciens joueurs d'Arta. Dans ce match de gala, il a été lu la Fatiha en l'honneur des défunts Iftin, ancien joueur emblématique, et du colonel Ibrahim Abdullahi, mort dans un accident d'avion. Et c'est l'équipe des autorités de la région qui ont gagné le match par 2-0, marqué par le préfet d'Arta. Ne sont pas dotés d'un et de ressources suffisantes. Ce qui traduit un peu que très peu d'activités sportives sont organisées. Cette situation empêche le développement du sport dans les régions. À cet effet, le secrétaire d'État à la Monsieur les ligues sportives. Les ligues sportives doivent favoriser la détection et permettre l'éclosion de jeunes talents qui, à leur tour, vont renforcer l'ossature de l'équipe nationale. Toujours en sport pour clore l'actualité nationale, toujours en panne d'inspiration offensive, l'équipe féminine de football de Djibouti a été battue hier après-midi au stade de Gouled par une modeste équipe de Burundi sur un score de 2-1 lors du match retour des éliminatoires pour la prochaine Coupe du Monde des équipes féminines de moins de 20 ans. Battues donc par 6-0 au match aller à Bujumbura, nos joueuses étaient condamnées à faire le miracle pour pouvoir se qualifier en phase suivante. Et dès le coup de sifflet de l'arbitre, l'équipe de Djibouti a pressé très fort en dominant sur tous les plans son adversaire du jour. Sur chaque contre ou chaque occasion ratée devant le but, le stade Gouled vibrait et mettait donc plus de pression sur notre adversaire. Le Burundi manquait donc vraisemblablement de repères dans ce début de rencontre. Malgré une domination sans faille, nos joueuses vont concéder un but suite à un cafouillage dans la surface de réparation qui va finir au fond du filet. Le match va donc changer de physionomie et les Burundaises vont prendre le match
en main après une bonne période d'hibernation. Elles contrôleront tous les jeux aériens et terrestres en se procurant des occasions franches devant une défense médusée de l'équipe djiboutienne. Fatiguée et combattante, les deux équipes vont rentrer au vestiaire sur ce score fébrile d'1-0. La seconde période sera plus facile donc pour les Djiboutiennes qui vont reprendre le contrôle du match en égalisant d'abord puis en s'installant sur le camp adverse. En toute fin de match, sur un long coup franc, l'équipe du Burundi parviendra quand même à doubler la mise suite à une erreur technique du gardien du but. C'est donc logiquement que l'équipe de Djibouti s'incline face au Burundi, mais les supporters, eux, ont tenu à remercier leurs équipes, même si le résultat final n'est pas celui qu'ils attendaient. Ceux qui ont été derrière les requins durant toute la rencontre ont tenu à le remercier très largement. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Syrie, l'armée syrienne reprend le contrôle de Sukne, dernier bastion de l'État islamique dans la province de Homs. L'armée syrienne et ses alliés ont repris le contrôle d'Al-Sukna, la dernière ville tenue par l'organisation État islamique dans la province de Homs. L'armée syrienne s'est emparée donc hier du dernier bastion détenu par l'organisation de l'État islamique dans la province de Homs, ce qui lui ouvre la voie de l'est du pays d'où elle veut chasser les djihadistes. Les forces gouvernementales ont repris Al-Sukna au prix d'intenses combats d'artillerie et de bombardements russes, alliés du régime, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La reprise de la ville n'a toutefois pas été confirmée par le gouvernement syrien. La ville se situe sur la grande route qui traverse le désert entre Palmyre, cité antique contrôlée par le gouvernement, et la province de Der Ezor, à 50 km à l'est, largement contrôlée par l'État islamique. Et depuis le mois de mai, l'armée syrienne mène, avec le soutien de la Syrie, une campagne militaire d'envergure pour reconquérir le vaste désert qui sépare la capitale Damas de Der Ezor et d'autres villes de la vallée de l'Euphrate. D'après la reconquête de Mossoul en Irak, l'État islamique fait face à de multiples attaques sur le territoire syrien. Près de la moitié de Raqqa, fief de l'organisation État islamique dans le nord de la Syrie, est désormais contrôlée par les forces démocratiques syriennes formées des combattants arabes et kurdes soutenus par les États-Unis. Et au Japon, Hiroshima commémore le 72e anniversaire du bombardement atomique. 72 ans après, le Japon commémore le premier bombardement atomique de l'histoire qui a frappé Hiroshima le 6 août 1945. En tout, 140 000 personnes ont péri dans cette attaque des États-Unis, dont la moitié tuées sur le coup. Le Japon a commémoré donc ce dimanche le premier bombardement atomique de l'histoire qui a frappé il y a 72 ans exactement Hiroshima, ville du sud du Japon. Le 6 août 1945, à 8h15 heure locale, un bombardier B-29 américain baptisé Enola Gay largué sur cette cité la bombe atomique Little Boy, et 3 jours plus tard une autre bombe frappée Fat Man, cette fois-ci frappée Nagasaki, conduisant à la reddition japonaise le 15 août et à la fin de la Seconde Guerre mondiale. D'une puissance équivalente à près de 16 kilotonnes de TNT, la bombe de Hiroshima a causé une déflagration faisant monter la température au sol à 4000 degrés. Little Boy a provoqué le jour même et dans les semaines suivantes le décès de 140 000 personnes. À Nagasaki, 74 000 personnes ont été tuées. Et enfin, l'ONU adopte de nouvelles sanctions sévères contre la Corée du Nord. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté donc hier à l'unanimité une résolution renforçant sensiblement les sanctions déjà imposées à la Corée du Nord qui, si elle est respectée, devrait priver Pyongyang d'1 milliard de dollars de recettes annuelles. Nouvelle riposte au programme balistique et nucléaire nord-coréen, le texte représente un certain succès pour les États-Unis qui ont su convaincre leurs partenaires chinois, premier soutien de Pyongyang, et russes de renforcer la pression internationale contre la Corée du Nord, pays accusé d'être une menace mondiale. La résolution 2371 vise à interdire des revenus tirés des exportations nord-coréennes, notamment dans le secteur du charbon, du fer et de la pêche. Cette nouvelle résolution a pour objectif de pousser Pyongyang à la négociation après son premier tir d'un missile intercontinental le 4 juillet, jour de la fête nationale américaine. La Corée du Nord a procédé le 28 juillet au tir d'un second engin similaire. Les nouvelles sanctions visent à empêcher les exportations nord-coréennes de fer, de minerais de fer, de plomb, de minerais de plomb, de poissons et de crustacés. En revanche, elles ne concernent pas, comme évoqué à l'origine des négociations il y a un mois, les livraisons de produits pétroliers à la Corée du Nord. Et dans la résolution, la Corée du Nord est accusée de se livrer à un détournement massif de ses faibles ressources pour continuer à développer des armes nucléaires et plusieurs programmes coûteux de missiles balistiques.
C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Nous nous retrouvons dans quelques instants. La nouvelle chaîne A+ Sport arrive chez vous. Retrouvez l'UEFA Europa League, les championnats belges et écossais et le basket européen. Sans oublier les grandes compétitions africaines de football, de basket, les tours cyclistes et les marathons du continent. Vivez la passion du sport sur A+ Sport. Le décodeur est à 3500 francs seulement. Alors abonnez-vous vite pour en profiter. Coca-Cola. C'est le Happy Hour. Alors, vous avez gagné un Coca-Cola gratuit. Mais il faut le boire ici. Savourer le moment. Merci donc de nous rejoindre pour ce focus avec Samatar Saïd. Bonjour Samatar. Bonjour. Donc nous allons parler sport dans ce focus. Usain Bolt n'a pas remporté son 4e titre mondial sur 100 mètres hier soir aux Mondiaux de Londres. Il a terminé 3e donc de la finale malgré son meilleur chrono de la saison. Oui, le Jamaïcain qui courait la dernière course individuelle de sa carrière a été dévancé par les Américains Justin Gatlin et Christian Coleman. L'Américain Justin Gatlin, 35 ans, est suspendu 4 ans pour dopage dans sa carrière, a décroché le titre de champion du monde du 100 mètres. En battant samedi soir à Londres, le Jamaïcain Usain Bolt, champion olympique, seulement 3e pour le dernier 100 mètres de sa carrière. Gatlin, champion olympique 2004, 2005 et 100 mètres, a bouclé la ligne droite du 9,50-92 en devant son compatriote Christian Coleman 9,94 et Bolt 9,95. Et nous allons parler toujours en sport, orphelin donc de son génie brésilien. Depuis son départ soudain du PSG, le FC Barcelone s'est activé pour lui dénicher un successeur. Le club catalan va boucler dans les prochaines heures l'arrivée de l'international français Ousmane Dembélé. Oui, comme vous l'avez dit Ahmed, le FC Barcelone est orphelin depuis le départ de Neymar au PSG. Si le feuilleton Neymar est mis en émoi, le FC Barcelone, le Blaugrana n'ont pas tardé à rebondir. Après avoir encaissé la fameuse clause libératoire de l'international brésilien qui s'élève à plus de 222 millions d'euros, s'est rapidement projeté vers l'avenir, un futur qui incluait le trouvaille d'un successeur de l'ancien joueur de Santos, et les hautes sphères catalans n'ont pas traîné dans ces dossiers. La volonté du FC Barcelone demeure limpide, il souhaite enrôler au plus rapidement possible l'international français et le présenter aux sociaux, au Camp Nou dans les prochains jours. Une ascension vertigineuse qu'il devrait assumer sur le prêt car l'enjeu demeure de taille. L'ancien breton, ce transfert va le propulser dans une nouvelle dimension. Si les attentes placées en lui seront immenses, un pari risqué un peu plus moins d'un an de la prochaine Coupe du Monde. En Catalogne, on déprime déjà d'impatience à lui découvrir le successeur d'un certain Neymar. Merci donc Samatar pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous sur Télé Djibouti.